adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, près de 300 000 clients privés d'électricité au Québec. El Patron, l'agriculteur de Saint-Jude, banni à vie. Décision historique aux États-Unis concernant la pilule abortive. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô Cybèle. Il faut commencer par ce sujet qui est sur toutes les lèvres, celui de la météo. Tornade ou pas tornade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens en parlent. On voyait des gens courir dans la rue il y a quelques instants, essayant de se protéger. C'était vraiment le déluge. On voyait des gens avec des cadres, avec des parapluies qui partaient au vent. Ça l'était. Et présentement, on parle de plus de 300 000 personnes qui sont privées d'électricité au Québec. C'était 500 000 là, il y a à peine quelques heures, maintenant quelques minutes même. Alors, une des causes, en fait, serait le déclenchement de mesures de protection en lien avec les feux de forêt dans le coin de la baie James. Donc, à cet endroit-là, 3 lignes de transport électrique à haute tension étaient indisponibles au moment où je faisais mes recherches. Peut-être sont-elles revenues dans les dernières secondes, mais c'est ce qui expliquerait la panne à la base. Mais Hydro-Québec, quand même, se veut rassurant, disant que leurs installations sont pas endommagées, que ça devrait se régler plutôt rapidement. Et c'est une situation qui cause la grande majorité des pannes dans la région de Laval, Montréal et la Montérégie, qui, elle, est la région la plus touchée. On parlait plutôt d'environ 130 000 foyers privés d'électricité, suivi de très près par Montréal, qui avait à peu près une centaine de moins de foyers touchés aussi. Alors oui, comme je le disais, les mécanismes de défense se sont déclenchés sur les lignes d'hydro dans la baie James, mais il y a la météo extrême aussi, les fronts orageux qui s'abattent sur le Québec, qui ont causé également ces pannes d'électricité, les orages, les alertes de tornades aussi. Il y en a eu dans le secteur à Ottawa, Barrhaven, qui a été frappé par une tornade en début d'après-midi. On pense qu'au Québec aussi. Tantôt, du coin de l'œil, parce qu'évidemment, on a des moniteurs en studio là, qui nous montrent les grandes chaînes d'information. Et tantôt, j'ai vu le sous-titre qu'il y en aurait eu une à Mirabel. Alors, à confirmer. Et lorsque j'ai parlé avec mon expert de Météo Média, M. Monette, me disait aussi que c'est ce qu'ils avaient là, sur leur radar. Mais tu sais, faut pour être certain que c'est une tornade, il y a différents éléments à surveiller. Là, mais probablement qu'il y en aurait eu une à Mirabel et ça reste une veille de tornade. Là, on doit faire attention partout sur le Québec parce qu'elle se déplace tranquillement vers Charlevoix. Oui, c'est ça. Puis donc, il faut regarder, il faut faire attention à nos déplacements, nos sorties. D'ailleurs, il y avait la Ronde, le parc d'attractions qui est paralysé aussi par la panne de courant. Par contre, pour ceux qui se posent la question, pour l'instant, les feux à l'international, des feux de l'Auto-Québec sont toujours maintenus pour l'instant, qui est la prestation du Portugal ce soir. Eh bien, elle n'est toujours pas annulée. Ça devrait se passer comme prévu pour ceux qui comptaient y aller. Mais comme tu le disais, Jean-François, les gens suivent de près l'évolution parce qu'on n'est pas sûr. Hein? Festival d'été de Québec, la même chose. Là, je voyais tantôt qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de ce côté-là. Puis si vous ça fait doutez, 2 fois, eux autres, qui ont des problèmes avec la météo cette semaine. Hein? Et si jamais on annule les feux aussi, ça va être la deuxième fois. Souviens-toi que lors de la première cette année, on a dû l'annuler aussi à cause des feux de forêt. Et puis si vous doutez des fois, là, tu sais, que tu dis, je vais aller prendre une marche, je vais aller en vélo, il fait beau, j'ai un départ de golf de prévu, j'y vais quand même. C'est fou comme ça arrive vite. Là. Tellement. Tantôt, c'était le gros soleil dans le studio. On est rempli de fenêtres. Et il a commencé à faire noir. Il a commencé à avoir de moins en moins de luminosité. Puis là, tout d'un coup, en claquant des doigts, ça tombe. En 30 à 45 minutes, on est passé du beau soleil à l'apocalypse. Je vais le dire comme ça. Là, c'était vraiment pas beau sur les routes, sur la rue ici en avant. Il faut prévoir notre parapluie cette semaine, Jean-François. Ça m'a dit, je regardais passer le monde, le parapluie avait pas l'air de tenir le coup. On est bien à l'intérieur ici. Vraiment. Alors attention à tous, regardez la météo, à ce qui s'en vient vers chez vous. Vous pourriez être foudroyé, mais par la pluie cette fois. On se transporte maintenant dans une histoire que nos collègues du Journal de Montréal ont sortie aujourd'hui qui raconte la vie lucrative autour du travail au noir que menait un agriculteur de Saint-Jude. Donc, ce monsieur était connu des autorités, mais aujourd'hui, on apprend en fait qu'il était bien pire que ce qu'on pensait. Jean Lemay, qui est surnommé El Patron, est maintenant banni à vie du réseau de travailleurs étrangers temporaires.
Donc, à Saint-Jude, M. Lemay est connu des gens de la place comme un producteur agricole qui en mène large. Il y a beaucoup de Mexicains qui venaient travailler pour lui, qui le surnommaient justement El Patron. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2021, il avait été le premier employeur québécois interdit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires parce qu'il faisait toutes sortes d'entorses à la loi. Donc, fraude fiscale, pas de payer les gens au noir, peut-être engager des gens aussi qui n'avaient pas donc de permis de travail. Et sans papier. C'est ça, mais aujourd'hui, l'histoire révèle que c'est en fait une ampleur beaucoup plus grande de tout ce travail au noir qu'il faisait. Puis en fait, ce monsieur Lemay est devenu en quelque sorte le roi des travailleurs agricoles illégaux, rien de moins. Et c'est pour ça qu'il est revenu sur le radar des autorités, parce que l'organisation, des travailleurs étrangers avait dénoncé des retards de paiement, comme je le disais, aussi des logements insalubres, le fait que M. Lemay prêtait, entre guillemets, sa main-d'œuvre à d'autres entreprises en échange d'argent. Donc, ça rappelle un petit peu une certaine histoire d'esclavagisme quasiment, là, tu sais. Et ça, c'est commentaire éditorial, mais ça reste quand même que c'est complètement illégal et pour toutes les questions de normes du travail, c'est absolument dangereux de faire ça et interdit. Donc, voilà, l'Agence des services frontaliers du Canada le soupçonne, en fait, de s'être rabattu sur un autre type de main-d'œuvre maintenant. Ce ne sont plus les travailleurs étrangers qui viennent chez lui, mais les demandeurs d'asile sans permis de travail qui engagent au noir dans sa maison. Et là, en fait, dans le cadre de son enquête criminelle, l'Agence du revenu a effectué plusieurs perquisitions chez lui. Ou dans son ancienne maison aussi, qui est maintenant détenue par son fils. Et en fait, ils ont pu à ce moment-là parler à certaines personnes qui étaient sur place, à certains travailleurs. Et une des puces qui a été mise à leur oreille, c'est que quelques jours avant, il y avait un des employés de M. Lemay qui était décédé. Pas sur son lieu de travail, mais en se rendant à son lieu de travail. Et en fait, ils se sont rendus compte que cet homme-là, c'était un demandeur d'asile mexicain qui avait pas de permis de travail. Et tous les gens, c'est là qui ont dit à l'agence, mais non, ce monsieur-là s'en allait travailler pour M. Lemay. Et c'est grâce à ça qu'ils auraient découvert, dans le fond, le réseau qui se faisait alentour, alors qu'il était, on se rappelle, banni depuis 2021 de faire ça. Alors bref, dans les faits, il travaillait, cet homme-là qui est décédé, travaillait illégalement dans une entreprise qui n'était pas directement à la terre agricole de M. Lemay. Ce que M. Lemay fait, c'est qu'il a plusieurs autres entreprises à des noms fictifs et ils engagent des gens pour faire certains travaux à ces niveaux-là, alors que c'est lui le bénéficiaire de tous ces travailleurs étrangers-là et c'est lui qui finalement les engage, fait de l'argent, paye pas de taxes. Bref, c'est un monsieur qui fait beaucoup parler et toutes les compagnies sont reliées à ce monsieur-là, finalement, à toutes ces magouilles. Et on en a parlé ce matin. On a reçu un invité, monsieur Michel Pilon, qui est directeur du réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, qui, lui, le connaissait bien, monsieur Lemay. Il était assez, il était satisfait de savoir que là, vraiment, il était sous le radar et qu'il ne ferait plus toutes ces magouilles. Il nous parlait de la dangerosité aussi d'engager des gens comme ça sans avoir de normes du travail. C'est pas pour rien qu'on les a. Je vous laisse entendre un peu ces explications, ce qu'il nous racontait ce matin au micro d'Alexandre Moranville. Un demandeur d'asile sans papier ou t'es un Mexicain avec un permis de touriste qui travaille au noir, t'es pas protégé par la loi. Accident de travail, santé, sécurité, normes minimales de travail. Alors, donc, au niveau des normes, même là, M. Lemay payait en bas de la loi des normes du travail. Là. OK. Alors, dans le fond, il respecte pas aucune loi. Et il ne paye pas ses impôts non plus. Il y a 2 ans, là, lorsqu'on a déposé des plaintes contre lui pour aller chercher les sous, on s'est rendu compte que M. Lemay, non seulement il n'y avait pas de slip de paye, il payait directement au Guatemala. Donc, il ne payait pas d'impôts, il payait rien. Là, c'était en dessous de la table encore une fois. Et les argents étaient déposés dans des comptes directement au Guatemala. Ah, fait que ça en fait des magouilles par-dessus magouilles. Puis ça date de 2012. Il fait ça depuis longtemps, M. Lemay, là, de tous ces stratagèmes-là, toutes ces magouilles-là. Donc, voilà, finalement, là, les policiers de la Sûreté du Québec ont pu intercepter, faire des perquisitions et là, à suivre ce dossier. Mais là, il va être barré par à peu près. J'ai l'impression qu'on va découvrir plein de choses parce que, de faire travailler des gens illégalement, c'est pas permis. Non. Des gens qui sont sans papier, probablement que ça se parlait. Ça se parlait pas, personne ne le dénonçait, mais ça devait se parler. Venez-vous-en, il y a quelqu'un ici au Québec qui est prêt à vous prendre, puis vous allez être logé, nourri en échange de travailler. Mais l'autre affaire, c'est que tout au long que tu me parlais, tu disais qu'il payait au noir. Je veux dire, pour payer au noir,
Faut que ce soit lucratif. Faut que tu fasses du noir. Tu sais, je veux dire, quand même demain, tu m'amènes 5 personnes, puis tu dis, gars, ils vont travailler pour toi, paye-les en dessous de la couverte. OK, mais avec quel argent? Tu sais, il faut que tu aies de la liquidité. Donc, pour avoir de la liquidité non déclarée, c'est parce qu'ils faisaient du noir en grande quantité quelque part. Fait que j'imagine que plus ils vont fouiller, plus on va trouver d'aspects qui sont condamnables. C'est ça, puis on parle pas encore d'accusation formelle, de chef d'accusation. Là, c'est vraiment juste un dossier qui dresse le portrait de cet homme, là, Monsieur Lemay, qui faisait ça depuis plusieurs années. Alors vraiment, allez lire ça dans le Journal de Montréal, très intéressant. Puis comme tu le dis, on va probablement en apprendre plus parce que pas mal certaine qu'il va être accusé de plusieurs choses, ce Monsieur Lemay. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Toi qui aimes les jeux, Jean-François? Oui. Ben, j'en ai un à te proposer. Tu préfères partie des chanceux qui vont tester le réseau Express métropolitain en premier, le REM. Ben. Ça, c'est en fait, à l'approche de la mise en service du nouveau tronçon entre la gare centrale et Brossard, qui va se faire le 31 juillet. Eh bien, la CDPQ Infra lance un concours afin de vous offrir l'opportunité, l'opportunité à une centaine de personnes d'être parmi les premiers à monter à bord du REM lors de son inauguration le 28 juillet. Donc, c'est un petit concours que vous pouvez aller faire en allant sur le site du projet du REM. Là. Vous pourrez aller trouver ça assez facilement. Et donc, les gagnants vont être tirés au sort, vont pouvoir assister à ça. Et là, moi, je suis allée voir c'était quoi les questions. Oui, vas-y donc. Puis j'en ai 3 pour toi, voir si toi, tu as les chances de gagner. Parce que, je les ai pas toutes mises, mais on va te faire un petit test. Honnêtement, ça a l'air un peu banal là, de dire j'ai été... Mais tu sais, dans 20 ans, là, quand je vais être vieux puis je vais raconter... moi, là, premier qui a embarqué là-dedans, écoute, le REM. Ça marquerait l'histoire. Ça marquerait l'histoire. En tout cas, ça marquerait la mienne. Mais aujourd'hui, tu parlais de la tornade à laquelle tu as assisté ou dont tu parlais. Ben là, tu pourrais avoir assisté. J'aurais une deuxième anecdote. Ouais, ce serait pas une photo en noir et blanc, ce serait une photo en couleur cette fois-ci. Hey, tu serais chanceux. Donc, écoute, première question. Écoute. Sur combien de kilomètres s'étend le réseau du REM pour en faire la plus longue ligne de métro automatisée au monde? Choix de réponse. 67 km. Oh. 75 km. 52 km. Puis là, on parle pas juste du tronçon qui est ouvert. Là. On parle quand il va être ouvert à pleine capacité. Exactement. J'irai avec A. A, 67 km. Oui. C'est la bonne réponse! Wouh! J'ai une chance. OK, deuxième question. Quelle station parmi les 3 proposées ci-dessous n'est pas une station du REM? Oh. La station Mont-Royal, la station Bois-Franc ou la station Grand Moulin? J'irai avec Bois-Franc, parce que les Bois-Francs, c'est dans une autre partie du Québec. Oh. Mont-Royal, qui est déjà une station de métro d'ailleurs. Et dernièrement, qui est la voix officielle du REM? Il y a Marjo quelqu'un qui fait la voix du Caroline REM. Davernas. Ben, c'est Caroline Davernas. C'est Caroline Davernas. Félicitations, Jean-François. Fait qu'elle va être la voix du REM ever. Ce qui va nous dire prochaine station, Bois-Franc. Et voilà. Prochaine station, Grand Moulin. Je me demande si c'est payant, ça. Je sais pas si c'est payant, mais en tout cas, tout le monde entend ta voix. Oui, mais il doit y avoir une espèce de royauté annuelle versée avec ça. Tant que la voix va être utilisée. Je sais pas, mais je suis curieuse. Je pense que je vais te dire, je te reviens là-dessus. Tu vois, entre choisir d'être le premier dedans ou d'avoir la paye pour avoir fait la voix, j'aurais pris la paye. Écoute, tu pourras peut-être en faire partie parce qu'il y en a d'autres questions auxquelles tu peux répondre. Et là, faites-vous-en pas, là, même si vous avez plein de mauvaises réponses. À la fin du petit questionnaire, il vous laisse quand même remplir vos infos. Fait que c'est juste pour tester vos connaissances. On en parle depuis longtemps du REM quand même. Donc, on va voir si vous avez emmagasiné ça ou si vous étiez juste bien tanné d'en parler. Alors voilà. Le Monde. Grande nouvelle pour les États-Unis, la pilule contraceptive sans ordonnance sera autorisée en pleine offensive anti-avortement aux États-Unis. Donc, c'est la pilule contraceptive Opill qui va devenir accessible sans ordonnance aux États-Unis. C'est une décision historique, Jean-François. Les États-Unis ont donc autorisé ce jeudi 13 juillet la vente sans ordonnance de la pilule. C'est une première dans le pays alors que de nombreux États maintenant restreignent l'accès à l'avortement, même l'interdisent, et ce, depuis la décision de la Cour suprême révoquant la protection du droit à l'avortement. Il y a tout juste un an, Roe versus Wade, on s'en rappelle. Et donc, cette pilule-là sera disponible dans les pharmacies, les commerces de quartier, les supermarchés.
Et tout ça arrive un peu plus de 60 ans après l'autorisation de la pilule contraceptive sur ordonnance. Donc, ça aura pris des décennies avant de permettre aux femmes un accès extrêmement simple à cette pilule contraceptive. Donc, en fait, c'est une décision qui doit réduire les barrières à l'accès à cette méthode de contraception qui est plutôt simple et qui nous permettrait aux femmes, en fait, ou à toute personne ayant un utérus et pouvant mettre un enfant au monde, à ne pas recourir à l'avortement comme choix pour ne pas avoir d'enfant, qui serait un choix vraiment judicieux. C'est pas pour rien qu'on le propose ici depuis bien longtemps. Bref, ce serait début 2024 que toutes ces personnes y auraient accès. De nombreux pays, c'est pas le seul, autorisent déjà la vente libre des pilules contraceptives, une centaine d'après ce que soulève le Washington Post. Mais c'est une mesure qui intervient, on le rappelle, dans un contexte particulier, je l'ai dit, où le droit à l'avortement subit l'assaut des conservateurs, qui est désormais interdit dans plusieurs États, ou du moins qui a permis aux États de l'interdire maintenant en leur permettant de légiférer comme ils veulent sur ce sujet. Et on sait aussi que, en fait, Mme Patrizia Cavazzoni, qui est responsable au sein de la Food and Drug Administration, donc aux États-Unis, ceux qui s'occupent de tous les médicaments. Donc, elle disait, cette madame, que la contraception orale quotidienne, elle est sûre, elle est plus efficace pour prévenir des grossesses non désirées, plutôt qu'en fait les méthodes de contraception disponibles qui sont désormais sous ordonnance. Bref, cela va permettre aux femmes d'avoir un accès rapide et efficace à un moyen de contraception. Donc, c'est un jour mémorable pour la santé des femmes dans le pays. Par contre, un des défis en lien avec cette nouvelle, c'est le prix qui n'a pas encore été annoncé et qui, lorsqu'on n'a pas d'assurance, peut atteindre certains montants, même avec les assurances. Ça peut être une vingtaine de dollars par mois, ce qui, malheureusement, c'est pas tout le monde qui peut se le payer quand ça s'accumule au fil des mois comme ça. Bref, aux États-Unis, on indique que c'est un prix qui devrait être abordable, qui devrait être couvert par les assurances. Encore là, si on en a. Donc, à voir comment ça va se proposer. Mais bref, les autorités sanitaires sont tout de même se réjouissent de cette nouvelle-là parce qu'il faut rappeler que près de la moitié des 6,1 millions de grossesses annuelles aux États-Unis ne sont pas désirées. J'ai pas les chiffres à savoir. Oui, c'est près de la moitié. Ouais, c'est énorme. Là. C'est énorme qu'ils sont pas désirés. J'ai pas les chiffres pour savoir combien se terminent en avortement. Mais voilà, c'est que ça reste quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui vont soit se ramasser avec un enfant et ne le désirent pas, ou bien vont devoir avoir recours à ces centres d'avortement. Des fois, on le sait, ils doivent changer d'état pour y aller. Ça cause énormément de stress, sans soutien de la famille, sans soutien point de la communauté. Ce sont des grandes décisions et des grands stress qui peuvent arriver dans la vie des femmes. Bref, mais moi, tu vois, je me posais plus la question quand j'ai vu ça ce matin, puis je suis bien d'accord avec le principe, là. Moi, c'est plus du côté médical. Puis là, j'en ai jamais pris de pilule contraceptive, tu comprendras, mais je pensais qu'il fallait avoir un médecin pour le dosage, pour être sûr que, tu sais, qu'on peut avoir certaines femmes, mettons, pas qu'ils le rejettent, mais que ça leur va pas bien, ou tu peux changer de sorte ou de dosage, ça demeure des hormones. Il y a quand même un peu, tu sais, tantôt tu disais, ça sera peut-être pas abordable pour tout le monde. C'est pas quelque chose que tu peux dire, je vais le prendre 2 jours sur 3, je vais économiser mon paquet, tu sais. Non, mais c'est pas des antihistaminiques, là. Fait qu'il y a quand même de l'éducation à faire au niveau de la pilule, mais le point de vue médical m'intrigue. Je pensais pas qu'il y a une pilule pouvait faire pour toutes les femmes. J'ai pas, en fait, les détails à savoir justement s'ils vont en offrir plusieurs sortes, justement, où les femmes vont peut-être pouvoir voir les différents niveaux de force, si on veut. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire de mon expérience, c'est que en consultant les médecins qui m'ont recommandé différentes pilules au cours de ma vie, on m'a toujours posé des questions sur les effets secondaires, sur aussi, est-ce que j'avais d'autres problèmes de santé connexes? Tu sais, par exemple, les femmes qui ont des très fortes crampes menstruelles, qui peuvent avoir des migraines régulièrement, peuvent avoir soit une pilule plus forte, concentrée en hormones, ou moins forte pour ça, l'acné aussi, ou plutôt les autres qui n'ont pas vraiment de problème et qui vont prendre une normale. Donc oui, en effet, cette consultation-là envers le médecin, je ne sais pas si elle est indispensable, mais elle est importante, c'est certain. Mais d'un point de vue comme ça, reculé et dit rapidement, j'ai l'impression que même si elles n'ont pas accès à ces questionnements-là ou au médecin directement, possiblement qu'un pharmacien pourra les guider si elles ont accès. Mais sinon, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir, ça, c'est certain.
Alors, concernant les Jeux olympiques de 2024, le Comité international olympique a annoncé aujourd'hui que la Russie et la Biélorussie ne seront pas invités aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, et ce en raison de l'invasion continue de l'Ukraine par la Russie. Les athlètes des deux pays vont être autorisés à concourir en tant qu'Olympiens, Olympiennes, mais par contre sous un drapeau neutre, si leur sport leur permet. Donc, le comité a débattu pendant des mois sur la question, savoir s'il fallait ou non inviter les deux pays. Mais finalement, ils ont été poussés à prendre une décision formelle qui leur indique donc qu'ils vont, annuler leur présence ou du moins la retirer, sauf, comme je le disais, s'ils ont un drapeau qui est neutre. C'est aussi le comité, en parlant, fait référence à d'autres sports comme le tennis, le cyclisme, le football, qui ont aussi pris des décisions similaires concernant les athlètes russes et biélorusses. Alors, à voir comment ça va se passer au niveau des Olympiques de 2024. Mais ce qu'on sait, c'est que la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, le Danemark ont déjà dit que si les athlètes étaient autorisés à concourir, eh bien, ils boycotteraient les Jeux. C'était arrivé dernièrement aussi, il y avait eu l'île de la Réunion, aux derniers Jeux olympiques. C'était pas les Jeux olympiques, là, c'était les Jeux... Bref, il y a quelques mois maintenant, on avait eu plusieurs discussions au niveau de pays qui boycottaient différents sports, étant donné la présence russe. Donc, ce sera à voir comment ça va se profiler. Mais je vous rappelle que les athlètes russes et biélorusses n'ont pas été autorisés à participer aux Jeux paralympiques d'hiver 2022. Ben voilà, c'est sûrement à ça que je faisais référence. Mais ça, c'était pas à cause du dopage à ce moment-là? Oui, exactement. C'était à cause du dopage. Elle n'était pas commencée encore. Non, c'était pas à cause de la guerre, mais des événements où on boycotte la Russie. Mais là, ça en fait un à la suite de l'autre pour ces athlètes russes qui se présentent. C'est sûr que c'est triste pour les athlètes là, de ces pays-là qui ont passé leur vie à s'entraîner dans le but d'aller aux Jeux olympiques. En même temps, moi, ça me fait toujours rire lorsqu'on les présente comme... Tu sais, c'est l'athlète qui n'a pas de drapeau. On sait très bien que c'est un Russe. Là. Tu comprends? Comme si tu trouvais que c'était pas assumé. Ouais, j'ai l'impression que c'est une demi-décision. Je sais qu'on veut pas punir l'athlète comme tel, qu'on veut punir le pays. Reste que tout le monde comprend bien que c'est un athlète qui vient de Russie lorsqu'on dit que c'est un athlète qui n'a pas de drapeau. Ouais, mais en même temps, c'est un athlète qui a décidé de... je dirais peut-être pas renier, mais de renoncer à se présenter fièrement devant son pays pour être là en tant qu'humain seul et en tant qu'athlète plutôt que ça. Fait que j'ai quand même l'impression que c'est assez une marque de dissociation du conflit, parce que justement, si on veut pas punir l'athlète, ben là, il accepte de se présenter sans ça. Oui, on le sait, tout le monde le sait, mais c'est quand même une grosse marque d'affirmation de se dire, moi, je renie mon drapeau pour être ici quand même. J'imagine que c'est perçu différemment, dépendamment des athlètes et des spectateurs qui regardent ça. Surtout si on a un pays qui touche aux frontières de la Russie. Là, j'imagine qu'on aurait voulu qu'on bannisse carrément les athlètes. Mais bon, on va suivre le dossier en espérant que le conflit se règle pour que les prochains Olympiques de 2026, qu'on ait retrouvé... la paix sur la terre, n'est-ce pas? Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, en terminant, vu qu'on est dans le sujet, là, il nous reste, tu sais, pas très longtemps, mais j'ai appris aujourd'hui que l'Ukraine va légaliser le cannabis pour aider les blessés de guerre à faire face au traumatisme, justement. Donc, ils ont voté en faveur de ça récemment, là, ce qui a mené à la décision ou aux informations qu'on a reçues aujourd'hui, qui a été voté donc en faveur, 268 voix sur 334. Et avant, l'utilisation du cannabis en Ukraine n'était pas du tout accepté, ou du moins pas de cette manière-là. Et maintenant, on voit un soutien massif pour aider toutes les victimes collatérales, non seulement les soldats, mais aussi les civils qui vont avoir été atteints par cette guerre-là. Bref, un changement qui va dans le sens pour aider tous ces militaires qui sont à la guerre depuis maintenant plusieurs mois. On a franchi le 500e jour de guerre récemment. C'était Tout savoir en 24 minutes avec Cybèle Olivier. Merci.